garde au cœur. Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans publicité, à Racaille. Écoutez bien la 220e, 221-5, c'est un chiffre porte-bonheur pour moi. C'est l'émission du 10 septembre 2013. Alors je peux dire, il fait frisquette c'est pour un début septembre. Ça part bien pour un hiver précoce. C'est à Racaille, avec notre camarade Piquet-Cou à la régie, là, donc à la programmation musicale et à tant d'autres choses, comme je le répète à chaque fois, il faudrait que je me renouvelle un peu. Bonjour Notre Jean, notre émissaire nord de la République, qui est rentré, il est rentré la semaine dernière, mais on fait de ça, parce qu'il faut du temps pour que ça s'installe à nouveau dans l'émission. On a un an, quoi, enfin si, ça passe vite, un an aussi. Et puis ma pomme qui vous cause dans le micro, pour une émission dont que notre Jean a intitulé. On dit au revoir à Thierry qui bronzait, mais alors on dirait une vraie gaufre. Voilà, pour une émission que notre Jean a nommée Connaître son métier, le métier de peintre. Ça pourrait être d'autres métiers, mais là c'est le métier de peintre, c'est une émission qui est consacrée. On parle souvent d'artistes dans cette émission plus que d'autres choses. Et puis aussi, on parle de l'artiste dans la société. L'artiste en dehors de celle-ci, où il est la plupart du temps, on ne va pas dire toujours. L'artiste et l'engagement politique en toc. Alors là, les artistes engagés politiquement, il y en a de moins en moins, pour pas dire pas du tout. L'artiste et la science, ici, ils ont la religion du pognon, comme un peu tout le monde, quoi, en ce moment. L'artiste et la science, c'est d'après, ce que je répète aussi, mais je radote un peu, d'après notre correspondant en Finlande, le bien nommé Juju, doctorant en informatique, un jeune doctorant en informatique qui sort à peine de la puberté. Je vois son géniteur qui fait des gros yeux, enfin bon, nous a dit qu'il y a quelques scientifiques qui s'intéressent à l'art, et pas des scientifiques de boutique, mais des scientifiques, alors que les artistes et la science, c'est un petit peu le divorce, et ça depuis pratiquement le Quattrocento, quoi. Et puis l'artiste et l'autorité, vous savez ce qu'on lit dans cette émission, à l'unanimité de sa petite équipe, l'autorité, on l'emmerde. Et puis une citation du camarade Pierre Dac pour un peu alléger l'atmosphère. Écoutez bien, c'est aussi important que les citations de Camus ou les citations de Prévert. C'est autre chose. Il y en a qui sont faits pour commander. Vous savez qu'on abhorre le commandement. Et d'autres pour obéir, ce que sont la plupart des gens. Mais lui, Pierre Dac, dit « Moi, je suis fait pour les deux. » Voilà, un homme complet. Ce midi, j'ai obéi à mes instincts en commandant un deuxième pastis. Aïe, aïe, aïe. Bonjour, je rappelle le numéro du studio, le 01 43 71 89 40, si vous voulez nous joindre pendant les pauses musicales.
C'était L'air de la bêtise, interprété par Jacques Brel. Oui, pour évoquer dans la minitube de Montmou la Science, ex-minute de Raymond la Science, reconverti en minitube par notre hussard noir qui a toujours l'esprit vif, malgré il avance en âge, quand même, il va pas bientôt me rejoindre, enfin on pas tout de suite, mais bon, ça va venir quand même. Pour vous parler de l'ère de la bêtise de notre cher ministre de la Culture, je veux parler de l'Aurélie Filippetti, qui devrait se regarder un peu plus dans son miroir pour regarder la bêtise en face, qui s'est opposée d'une manière violente au retour de Fredo Mitterrand à l'antenne de France Inter pour une émission qui s'appelle Jour de Fred, tous les jours sur France Inter à 18h20, sauf jusqu'au jeudi, du lundi au jeudi soir. Bon, voilà. Et alors, pourquoi notre Aurélie Filippetti s'est-elle opposée au retour de Fredo Mitterrand à la radio d'État? Eh bien, parce que Fredo Mitterrand avait osé le bougre. Puis quand on connaît Fredo Mitterrand, enfin, pas intimement, mais quand on voit quel genre de clown ça peut être, ses critiques, bon, voilà, c'est jamais vraiment très méchant, je crois pas. Enfin, en tout cas, il a critiqué la ministre de la Culture pour sa gestion du ministère de la Culture, qui était son ex-gagne-pain à Fredo. Hein. J'ai l'impression que les ministres de la Culture depuis Malraux, ils s'en remettent jamais d'avoir été ministre de la Culture. Ils le sont à vie après. Là. Il y a l'exemple le plus sombre est celui de Jack. De Jack, voilà. Lui, alors par contre, c'est le ministre de la Culture. On n'a jamais eu d'autre que lui. C'est lui. Voilà, ce mec qui a détruit la Bastille, qui a construit à la place une espèce de bouse dont les dalles se cassent la gueule sur le trottoir depuis que c'est construit. Enfin, bref, qui a failli faire démolir la gare d'Orsay. Voilà, il y a ses tontons qui l'ont un peu stoppé là. Bon, parce que pour pas que le fric qui avait été investi là-dedans soit complètement paumé. Bon, enfin, voilà, et Aurélie Filippetti, apparemment, elle est bien dans le costume de ministre de la Culture, puisque elle ne supporte pas qu'un ex-ministre de la Culture critique sa gestion du ministère de la Culture. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, la Filippetti, au mépris de la liberté de l'audiovisuel, qui est tellement vantée par les socialos, comme elle est vantée par tous les gouvernements en place, depuis Perfit qui contrôlait tout ça d'une main de fer, soi-disant que la radio publique, la télévision publique sont beaucoup plus libres de leurs choix éditoriaux ou du choix de leur personnel. Ben mon cul. La preuve, c'est que elle n'est pas du tout contente que Fredo Mitterrand la critique. Et elle est critiquable, parce qu'on vous en a parlé ici à plusieurs reprises. Elle préfère sponsoriser un milliardaire proche du pouvoir pour installer à Pékin une salle des ventes, plutôt que de s'occuper de tous les rapins qui la crèvent, qui la sautent en France et ailleurs. Voilà, on est tous ces ateliers d'artistes qui sont squattés par des employés municipaux ou par des gens qui sont pas du tout artistes mais qui ont des relations et qui peuvent les occuper. Je vous en ai déjà causé ici, je suis dans une cité d'artistes de 70 ateliers. Sur les 70 ateliers, il y en a peut-être, disons, une quinzaine qui bossent, quoi. Le reste, ou c'est des artistes qui font la grève du boulot parce qu'ils vendent rien, à quoi bon travailler, ça on peut les comprendre, ou alors plus simplement des sous-locations ou des gens qui n'ont rien à faire là, mais ils peuvent payer. Alors l'essentiel c'est qu'ils payent, le reste on s'en tape. Bon, tout ça pour dire c'est la grande forme, hein. Tout ça pour dire qu'elle a essayé de faire pression sur Jean Lucas. Vous connaissez le Jean Lucas, un grand courageux, qui est le directeur général de la radio, de France Inter, et sur son Scalard, parce que lui je l'appelle Mordan et l'autre c'est Scalard, d'une série qui passait à la radio quand j'étais enfant, Scalard et Mordan. Alors Mordan qui disait à Scalard: ah, petit avorton ridicule. Et l'autre disait: oui, maître, j'ai tout dit. Et ben là, c'est à peu près pareil entre Jean Lucas et Valp, et tous les deux ont dit niette. Ils ne sont pas d'accord du tout pour remonter les bretelles à Fredo et les virer. Alors là, elle en a avalé son marocain, la vieille, là. Et c'est évident, c'est pas une révélation, j'entretiens pas des rapports intimes avec tous ces gens-là. J'ai relevé cette petite chose sur le Canard enchaîné dans la rubrique Canard Plus,
Voilà, alors on en est là. Eux, ils intitulent ça, le canard, sous la gauche comme sous la droite, vive l'audiovisuel public libre. Voilà, il y en a un autre qui avait un grand nez et puis une casquette à 2 étoiles et qui disait vive le Québec libre. Bah oui, c'est pas de mal la veille. Ah bon. Avant d'en venir au livre de la semaine, si tu veux bien, une petite news qui a trait quand même à la thématique de notre émission. Après 2 ans de recherche très approfondie, le musée d'Amsterdam vient d'authentifier un nouveau Van Gogh. T'as entendu parler de ça ? Non, pas du tout. Ouais. Ah ouais. Et alors à ceux qui s'étonnent quand même un peu de... Parce qu'en fait, ce nouveau Van Gogh ressemble plus à un tableau de Séraphine qu'à un tableau de Van Gogh. Les experts, tu vois, du musée donc Van Gogh d'Amsterdam rétorquent, avec la superbe qui les caractérise, que c'est une peinture charnière. Ah d'accord. Entre les époques, évidemment. Entre les époques d'Arles et d'Auvers, tu vois, voilà. Et donc, tu sais ce que c'est que la peinture charnière ? Pas du tout, mon genre. C'est de la peinture pour les gonds. Elle est bonne. Et qui sont les gonds ? Enfin bon. Oui, non, mais là, c'est du genre, hein, attention. C'est un humoriste de talent. Enfin voilà, renseigne-toi, tu verras cette peinture, ça va te faire marrer. Oui, ça va faire marrer, d'autant qu'on sait bien que tous les experts du monde ont authentifié des Vermeer qui ne l'étaient pas, et puis la liste peut être très Je longue. rappelle l'histoire fameuse, effectivement, des pèlerins d'Emmaüs, de Vermeer, qui ressemblait tellement peu à un Vermeer que finalement ça n'en était pas un. Mais, et voilà, mais ils avaient trouvé les experts avaient trouvé le chaînon manquant, la toile d'inspiration religieuse de Vermeer. Tu sais qu'il n'a jamais fait de... Là, ils en avaient trouvé une, les pèlerins d'Emmaüs, une catastrophe. Enfin bon, ça ressemblait à un Murillo d'ailleurs. Je comprends pas qu'on l'ait pas attribué à Murillo. Van Meegeren, il s'appelait le faussaire. Et c'est lui qui s'est dénoncé en plus, parce que si c'était pour dénoncer, s'il voulait quand même avoir sa petite part de succès. Voilà, donc on va peut-être découvrir que ce Van Gogh est un Van Meegeren, mais bon... Voilà, je rappelle qu'on a quand même trouvé la tête de l'origine du monde, tu sais. Ah ouais. Où as-tu donc cherché tout ça ? Eh ben, par exemple, un jour, on trouvera peut-être les burnes du docteur Gachet, tu sais. En fait, on va découvrir qu'il n'y a que le haut du tableau et que sous la table, c'était un grand savant, il avait oublié de mettre son pantalon, un truc comme ça, tu sais. Bon, enfin bref. La promesse du pire, ça c'est le livre de la semaine par Viviane Forester. Alors elle est bien connue des auditeurs d'Art Racaille, parce que j'aime assez à rappeler son axiome sur l'homme qui répond à celui universellement fameux de Plaute. L'homme est un loup pour l'homme, tu sais, nous disait le grand dramaturge latin, il y a plus de 2000 ans. L'homme est un homme pour l'homme. Lui répondait Viviane Forester il y a quelques années avec l'ironie mordante qui caractérise tous ses essais. En 1996, elle publiait L'horreur économique, un essai au succès planétaire qui a atteint le chiffre hallucinant de 350 000 exemplaires vendus rien qu'en France. Ça ne veut pas dire que c'est bon, mais enfin ça veut dire quand même qu'elle a su toucher du monde. La promesse du pire fut conçue par elle comme une suite en fait nécessaire donc à L'horreur économique. Sa mort le 30 avril 2013 l'aura empêché de mener le travail à son terme. Ces pages qui sont, je crois que c'est une 50aine seulement en fait, en constituent le manifeste. La marchandise elle-même a changé de statut. Elle n'est plus l'objet, le sujet de l'échange. L'échange en soi devient la marchandise. L'échange est non ses objets, mais ses propres fluctuations hallucinées, évanescentes, sa matière illusoire seront seules troquées, devenues l'étalon. Voilà, c'est à peu près c'est un raccourci un peu sanglant de cette promesse du pire, mais voilà. Je rappelle au passage que Viviane Forester fut l'un des membres fondateurs d'Attaque. Voilà, l'éditeur, c'est les éditions du Seuil, et le livre, il est sorti depuis le 29 août 2013, donc à la librairie Publico, 145 rue Amelot, mais on vous rappellera l'adresse totale, complète, tout à l'heure. Merci, mon Jean, pour ce... Là, moi, j'en apprends tous les jours. J'ai à cette émission pour me cultiver. Ouais, moi je vais rester sur la liberté de la presse et des médias justement. Donc un article qui a été pris sur le site d'Arrêt sur Image, mais la presse en général en a déjà beaucoup parlé, que ce soit du Canard enchaîné à rue 89 ou de Libération à l'Express.
Bon, côté Express, on n'a pas tout à fait la même version. On parle plutôt de la réponse du journal Le Monde à Hervé Kampf en démentant la censure. Donc voilà, 15 ans. 15 ans, c'est le nombre d'années passées par Hervé Kampf au journal Le Monde. Et pourtant, le journaliste spécialiste des questions d'environnement s'en va. Il ira bientôt rejoindre le site Reporter avec lequel il collaborait déjà. S'il quitte le Monde, ce n'est pas par envie, mais bel et bien pour cause de divergences avec la direction du journal sur différents dossiers, et notamment sur le traitement de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Sur ce sujet, Kampf considère qu'il a été censuré par la direction. Notre-Dame-des-Landes et Kampf, c'est en effet une vieille histoire. Il travaille sur ce projet d'aéroport et sur ses conséquences environnementales depuis 2007. En 2009, il est l'un des premiers journalistes à présenter dans le monde les arguments contradictoires pour et contre la construction de l'aéroport. Le 4 octobre 2011, dans les colonnes du quotidien, et plus particulièrement de sa chronique écologie, il écrivait même à propos de l'aéroport: il serait dommage qu'une éventuelle présidence socialiste s'ouvre par le spectacle de CRS évacuant des paysans et des écologistes pour faire couler le béton. Et ben on l'a eu le spectacle. On l'a eu, ouais. Les choses se gâtent quand justement François Hollande est élu et quand Jean-Marc Ayrault, qui est donc l'initiateur du projet Notre-Dame-des-Landes en tant que maire de Nantes, est nommé Premier ministre. Notamment lorsqu'en octobre 2012, Kampf consacre 3 chroniques successives à la situation sur place, révélant notamment l'imminence de l'intervention des CRS. Dans le même temps, le journal ne fait que peu de place au suivi quotidien de cette actualité de plus en plus brûlante. Mi-novembre, lors de la grande manifestation, Kampf demande à partir en reportage. Refus du chef de service, mais aussi du directeur de la rédaction de l'époque, Didier Pourquerie. Motif, le journal veut un traitement neutre de cette question. C'est alors que commence une longue série de sujets et reportages refusés pour Kampf, qui amènent aujourd'hui à son départ. En juin dernier encore, la chronique écolo du journal avait été trappée. C'est visiblement la goutte d'eau qui a fait déborder un vase déjà bien plein. Kampf part rejoindre et relancer le site Reporter, dont il rêve de faire le vrai quotidien de l'écologie. À noter par ailleurs que ce journal Le Monde publie des articles signalant l'urgence d'exploiter le gaz de schiste. Vous avez dit article neutre. Donc pour mémoire, on peut rappeler quelques ouvrages d'Hervé Kampf. Donc il y avait Comment les riches détruisent la planète, Pour sauver la planète, sortez du capitalisme, L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie. Voilà, c'est ces ouvrages, je pense, qui sont les plus connus. Oui, mais on pourrait aussi, je pense, vous rappeler, camarades auditrices, auditeurs, que le journal Le Monde, il a des actionnaires qui sont des milliardaires de gauche, faut pas oublier. Berger, Pigasse, et bon, milliardaires de gauche, ça veut dire proche du pouvoir, vous voyez. Je rappelle le livre de la semaine dernière, La deuxième droite, qui évidemment... C'est la première gauche. C'était le PS. C'était le PS. Voilà, on est vraiment dans la semoule, là. On doit dire qu'on est de plus en plus... Aujourd'hui, je rappelle aussi, pour les auditeurs, auditrices qui viennent de se réveiller, qu'il y a une manif aujourd'hui à Paris... par le front de gauche, par des élus socialistes aussi, parce qu'il y a entre autres une élue socialiste qui s'est toujours remarquée, parce qu'elle n'est jamais très d'accord avec ce qui se passe, c'est Lederman ou un nom comme ça, qui manifeste cet après-midi à Paris avec la CGT, qui manifeste contre le... Marie-Noëlle Lienemann, non, ouais, c'est pas ça. Ouais. Ah, je l'adore cette nana, elle est toujours... Et ce matin, j'ai entendu qu'il disait, oui, ben non... on n'est pas là on n'est pas des godillots, on a le droit de s'exprimer, voilà, d'exprimer les choses. Si on n'est pas d'accord, on le dit, quoi. Et elle est pas d'accord, elle le dit, elle sera dans la manif cet après-midi. Voilà, on aimerait... Oui, malheureusement, en tant que ministre, elle n'a pas été irréprochable. C'est toujours un petit peu pareil, c'est-à-dire que dès qu'ils ont les clés... Ouais, voilà, c'est ça. Comme la camarade Filippetti. Elle était peut-être avant. Ils cèdent d'abord au charme des lustres à facettes et des voitures avec chauffeur. C'est ça, C'est ça le pouvoir. Je me demande quel ministre tu ferais, Robert. Moi je me le demande pas, puisque je pense pas que je serai un jour. Et comme disait notre bien-aimé Louise Michel, le pouvoir est maudit. Voilà. Parce que le pouvoir est maudit. Pourquoi ? On en a l'illustration tout le temps, enfin tous les jours, en voyant ce qui se passe au niveau justement du pouvoir.
Pierre Perret, c'était Liberté Zéro. Sur Radio Libertaire, toujours la voix de la Fédération anarchiste. Et ça durera autant que l'anarchie durera. Dure toujours, hein. Avec Racaille, oui, je répète quand même que Radio Libertaire, c'est la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub. Piquet-Coup est à la régie pour cette émission d'Arracaille. Notre Jean... Et attend d'autres choses. Ah oui, tellement d'autres choses. Non, c'est vrai que tu veux te renouveler. Oui, ce qui t'est déjà arrivé dans cette émission. Hein. Tu nous as prouvé quand même, il y a 2 ans que tu pouvais le faire, je crois. Enfin bon. Notre Sandra aujourd'hui, vous avez vu, il est un petit peu acide ce matin, il a des comptes à régler. Comme il ne peut pas les régler par ailleurs, il les règle avec moi. Vous voyez, je suis son espèce de bouffon, quoi, en quelque sorte. Bon. Mon petit punching ball, c'est tout, c'est pas méchant. Non, c'est pas méchant. Et il est revenu, vous voyez, il est revenu. Hein, bon. Qui va vous causer d'un extrait de texte qu'il a trouvé sur Renoir, dans un bouquin qui a été écrit par son fils, nous a-t-il dit. C'est pour ça qu'il a intitulé cette émission « Connaître son métier ». Voilà, j'ai juste oublié tout à l'heure de vous donner le titre de ce nouveau Van Gogh, c'est « Coucher de soleil sur Montmajour ». Ah bon, voilà. C'est pas « Coucher de soleil » de... Ah ben ça vaut bien « Coucher de soleil » sur l'Adriatique du fameux Boronali, qui était en fait l'âne. Ouais. Qui vivait dans la cour du Lapin Agile. Et là encore, les experts se sont trompés. Ah. Il fallait le faire. Et les experts se tromperont toujours. Ça fait partie de leur charme, tu sais. De leur charme. S'ils ne se trompaient jamais. Voilà, donc Pierre-Auguste Renoir, Mon père par Jean Renoir, c'est dans ce livre passionnant, le réalisateur de cinéma raconte son père, le peintre, avec des mots simples qui leur ressemblent à tous les deux, sans jamais tomber dans le piège du panégyrique, mon cher Robert. Il nous livre aussi une foule de souvenirs truffés de détails sur la façon dont Renoir exerçait son métier, mais écoutons plutôt Piquet-Coup. Notre hôtesse de l'air. La palette de Renoir était propre comme un sous-neuf. C'était une palette carrée, s'emboîtant dans le couvercle d'une boîte de même forme. Dans l'un des doubles godets, il mettait l'huile de lin pure. Dans l'autre, un mélange d'huile de lin et d'essence de térébenthine en proportions égales. Sur une table basse, à côté de son chevalet, il y avait un verre rempli d'essence de térébenthine dans lequel il rinçait son pinceau presque après chaque application de couleur. Dans la boîte et sur la table, il avait quelques pinceaux de rechange. Il n'en employait que 2 ou 3 à la fois. Dès qu'il commençait à s'user, bavait, ou pour une raison quelconque ne lui permettait plus une absolue précision de touche, il les jetait. Il exigeait que les vieux pinceaux soient détruits, de peur de tomber sur l'un d'eux pendant son travail. Sur la petite table, il y avait également des chiffons propres, sur lesquels il séchait de temps en temps son pinceau. Sa boîte, aussi bien que la table, était tenue en ordre parfait. Les tubes de couleur étaient toujours enroulés du bout de façon à obtenir l'exacte quantité de couleur voulue en les pressant. Au début de la séance, la palette, qui avait été nettoyée à la fin de la séance précédente, était immaculée. Pour la nettoyer, il la grattait d'abord, essuyait le grattoir sur du papier qu'il jetait tout de suite dans le feu. Puis il la frottait avec un chiffon imbibé d'essence de térébenthine jusqu'à ce qu'il n'y ait plus trace de couleur sur le bois. Il brûlait également le chiffon. Les pinceaux étaient lavés à l'eau froide et au savon. Il recommandait d'en frotter doucement les poils sur la paume de la main. J'étais quelquefois chargée de cette opération et j'en étais fière. Renoir a lui-même décrit la composition de sa palette dans une note que je transcris et qui date évidemment de la période impressionniste. Blanc d'argent, jaune de chrome, jaune de Naples, ocre jaune, terre de sienne naturelle, vermillon, lac de Garance, vert véronèse, vert émeraude, bleu de cobalt, bleu outre-mer, couteau à palette, grattoir, essence, ce qu'il faut pour peindre. L'ocre jaune, le jaune de Naples et la terre de sienne ne sont que des tons intermédiaires dont on peut se passer puisque vous pouvez les faire avec les autres couleurs. Pinceaux en marbre, brosse plate en soie. On remarque l'absence de noir, la reine des couleurs, comme il devait le proclamer après son voyage en Italie. Je l'ai vu en de rares occasions employer du vermillon chinois, qu'il plaçait entre la laque de Garance et la terre verte.
il lui arriva souvent, dans les derniers temps, de simplifier encore et de se passer pour certains tableaux d'encre rouge ou de terre verte. La modestie de ses moyens était impressionnante. Les petits tas de couleurs semblaient perdus sur la surface du bois, entourés de vide. Renoir ne les entamait qu'avec parcimonie, avec respect. Il aurait cru insulter Mullard, qui avait broyé soigneusement ses couleurs, en surchargeant sa palette et en ne les utilisant pas jusqu'à la dernière parcelle. Les couleurs de Mullard étaient encore broyées à la main. Je revois l'atelier vitré, donnant de plein pied sur une cour, dans lequel une demi-douzaine de jeunes femmes en blouse blanche tournaient les pilons dans les mortiers. Merci Piquet-Cou. Alors évidemment, il n'y a pas de règle en matière de peinture. Autant d'artistes, autant de palettes. Et Piquet-Cou a d'ailleurs trouvé un site assez rigolo. Tu n'as pas l'adresse là par hasard? C'était la palette et les peintres ou la palette et le rêve. Enfin ça je peux vérifier, oui. Puis on mettra peut-être un lien sur le blog de l'émission, mais on voit bien qu'il y a des artistes qui ont une palette impeccable. La plus impressionnante c'est Delacroix. À mon avis il est mort juste à la seconde où il a terminé de mettre la dernière couleur parce que c'est nickel. Et puis à contrario, les palettes de Gustave Moreau ou celles de Francis Bacon, c'est pas triste. Voilà, donc il n'y a pas de règle, bien sûr. Enfin, celle de Renoir, voilà, Renoir était quelqu'un de très organisé. Un ouvrier de la peinture, Voilà, Pierre-Auguste Renoir, mon père, est publié en folio par les éditions Gallimard. Vous pouvez commander le livre à la librairie Publico, 145 rue Amelot, 75 011 Paris, métro Robert. Non, fille du calvaire, République. Téléphone 01 48 05 34 08 et site internet après les W, librairie-publico.com. Oui, et à propos de la République, vous savez ce que vous avez à faire cet après-midi, Manif. 14h. 14h. Et ça passe par, c'est pas loin de Publico, donc vous pouvez, si en attendant, vous pouvez peut-être passer par Publico pour un peu prendre l'air de la manif. C'était Lucienne Delille qui interprétait Le Moulin de la Galette. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître et sans pub, Racaille, la 221e, avec notre Piquet-Cou dans la régie. Vous avez pu entendre sa voix charmeuse qui nous berce tous les mardis. Notre Jean de Teuissard-Noir qui est à ma gauche, là, qui est plongé dans une intense réflexion, savoir la prochaine vanne qui va pouvoir me balancer.
et que je vais vous causer tout de suite, moi. Ça chauffe. Et que je vais vous causer tout de suite, moi, de l'envers du décor, pour répondre à la espèce de, comment dirais-je, de propreté de Renoir. Moi, je vais vous parler d'un clodo de l'atelier. Alors que nous étions assis à table, je remarquai que la porte de son atelier était entrouverte. Je vous livrerai le nom du coupable plus tard. Dans l'entrebâillement, j'aperçus un chantier inimaginable. À vrai dire, le désordre était alors bien pire qu'il ne le serait, que ça devait être par la suite. Étant quelqu'un d'ordonné, j'en connais un autre qui est à ma gauche, je fus stupéfait de voir des dizaines de petites toiles, toutes transpercées de trous, et éparpillées un peu partout sur le sol au milieu de centaines de photographies, de livres et de lambeaux de vêtements. Il y a longtemps que je veux ranger tout ça, me dit-il, mais je n'arrive apparemment pas à m'y mettre. Je proposais de l'aider. Eh bien, si tu pouvais, ce serait merveilleux, je t'opérais volontiers. Qui c'est qui cause comme ça? Je vous le donne, Émile. C'était le camarade Bacon. Un bordélique, mais alors. Il y a un petit bouquin qui est paru là sur son atelier. Alors, Renoir, lui, nettoyait méticuleusement sa palette, il nettoyait méticuleusement ses pinceaux. Notre Bacon, lui, ses palettes, c'était ses murs, la porte de son atelier. Il fallait voir. Ben alors, ces pinceaux, il y en a des fagots qui sont soudés au fond de boîte, qui sont séchés, etc., quoi. C'était, et il est arrivé un moment où il pouvait même plus bouger dans son atelier. Et pourtant, il produisait des magnifiques toiles tous les ans dans ce capharnaüm invraisemblable où il y avait, quand c'est John Edward qui l'a nettoyé, il a retrouvé des liasses de billets, des livres sterling, des dollars coagulés, en tout cas pour les livres qui n'avaient plus cours, quoi, tu vois, mais il y en avait pour des centaines et des centaines, parce que Bacon avait l'habitude de mettre cet argent dans des chaussettes, et puis il les oubliait, il les retrouvait plus. Même une montre Patek, alors Patek Philippe, c'est des montres qui coûtent une fortune, enfin bref. Et c'était quand même, quand vous voyez le résultat de tout ça, ce sont quand même des peintures qui sont faites, qui sont magnifiques, il n'y a pas de taches, il n'y a rien qui dépasse, hein. Contrairement à l'apparence que ça a, c'est quand même un travail, une exécution, un métier de peintre, vraiment, c'était un peintre, c'était un vrai métier de peintre, c'était quelqu'un d'aussi fort en peinture que pouvait être Renoir, mais rien à voir avec la méticulosité du maître Renoir, que le maître Bacon. Et alors toute sa vie il a vécu là-dedans, et c'était un petit atelier, logement, faut le voir, parce que son logement, sa cuisine et sa salle de bain étaient dans la même pièce, par exemple, hein. Et un mec qui a gagné des fortunes, on lui a proposé des lieux prestigieux pour aller poser son cheval ou ses chevals, il a toujours refusé, parce qu'il a trouvé ce lieu. Quand il est arrivé dans ce lieu, qui est une ancienne, moi je l'ai vu quand j'étais à Londres, c'est du côté de Kensington, un truc comme ça, enfin bon, c'est dans le nord de Londres, et ce sont des anciennes écuries, c'est-à-dire du temps des calèches, quoi. Les cochers amenaient leurs chevaux là, et en bas il y a des écuries, et c'était au-dessus il y avait les logements des cochers, etc. Et lui, là, c'est ce lieu-là qu'il a élu. La première fois qu'il est rentré dedans, il a dit c'est là que je veux être. Il y est resté 30 ans, il n'a jamais bougé, et puis il faisait quand même des grands formats, il était... il picolait pas mal aussi, donc ceci peut expliquer cela. Mais tous les matins, c'est là que c'est un métier aussi, parce que l'intitulé de cette émission, c'est le métier de peintre. Tous les matins, à 7-8 heures, il était au boulot dans son atelier, qu'il avait picolé toute la nuit, machin. Et ce type, John Edwards, il picolait de temps en temps avec lui. Il disait, moi le matin, j'étais complètement cuit, je pouvais plus bouger. Non, lui, tous les matins, il était au boulot, il ne picolait il commençait à picoler que vers midi, il buvait un verre de vin, tu vois. Mais autrement, non, c'était la nuit qui picolait principalement. Mais tous les jours de sa vie, il était au boulot. Quoi qu'il fasse la nuit, il était au boulot le matin dans son atelier. Et alors on est un petit peu stupéfait, parce que moi j'ai un petit bouquin, là je vous donnerai les références si vous voulez, l'atelier de Francis Bacon, et vous verrez, vous poserez la question comme on se la pose tous, même moi si je suis assez bordélique aussi, et de temps en temps j'ai du mal à faire un chemin jusqu'à l'endroit où je travaille, mais de temps en temps quand même je pique un petit peu, je m'énerve un peu, et je range. Mais lui, Bacon, il était même incapable de ranger. C'est ce mec-là, ce John Edwards, à qui il a légué c'était son légataire universel, qui de temps en temps se mettait à ranger son atelier. Voilà pour dire que, comme le stipulait Jean,
il y a quelques minutes, on disait que chaque artiste est différent, chaque artiste a sa technique. Piquet vous parlera d'un artiste aussi, d'une artiste qui aussi était un peu on a visité son atelier plusieurs fois. C'est impeccable, les palettes sont impeccables aussi, voilà. Or, maintenant, souvent, les peintres, il y en a de moins en moins, des vrais peintres, en tout cas, il y en a de moins en moins. S'il y a des palettes, j'ai vu des palettes, des trucs, mais c'était invraisemblable. Même celle de Gustave Moreau, à côté, j'ai vu des palettes avec des monceaux de peinture stratifiée dessus, tu vois, les mecs qui travaillaient là-dessus. Il y a toujours des gens qui exagèrent un peu. Voilà, c'était alors Bacon. On aime ou on n'aime pas. Personnellement, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un artiste qui, alors, il aimait bien se faire passer pour un mec qui travaillait spontanément. Ouais. Il s'est attaqué une toile que ça, parce que toutes ces petites toiles dont je vous ai parlé là, c'est des pochades. Voilà, il faisait énormément de pochades avant. C'est-à-dire que quand il attaquait une peinture, un grand format, tout était bien préparé avant, tout était bien dans sa tête, et c'était pas du tout un peintre complètement libre. Non. Ça, voilà, il y a ce que le peintre aussi est vraiment et ce qu'il essaye de faire croire qu'il est, quoi. C'est aussi un petit peu le jeu. Il faut toujours un peu faire attention parce qu'il y a le baratin d'un côté puis il y a la vérité de l'autre. Et la vérité de Bacon, c'est un mec qui travaillait énormément, malgré qu'il faisait aussi énormément la fête. Quelqu'un qui travaillait énormément, quelqu'un de violent aussi, qui pouvait être très violent parce que dans son atelier justement il y a une glace, pas dans son atelier, dans son appartement, il y en a une glace dans son atelier aussi qui est toute mitée, mais dans son appartement qui est complètement explosé. Probablement qu'un soir il se bagarrait avec son copain et puis qu'il y a des bouteilles qui ont volé, qui ont foutu la glace en l'air, mais il a changé pas, il a gardé comme ça. Ouais, mais d'ailleurs quand on voit dans ton petit bouquin, ce qu'on voit dans son appartement, c'est que le haut est très bien rangé. Ah oui. Oui, c'est-à-dire que le lieu de vie est impeccable. Voilà, mais c'est tout petit, mais c'est propre. On sent que ça a vécu, mais c'est propre. Puisque l'atelier, alors là, c'est... Mais moi, j'ai fréquenté beaucoup d'artistes, j'ai jamais vu ça. Hein. Non. Si, on a vu à peu près ça, mais à côté, ça paraît rangé chez Constant. Oui, c'est vrai que c'est pas mal, Constant. Salut, Constant. C'est vrai que tu as un peu d'effort à faire encore, mais c'est en bonne voie quand même, hein, c'est vrai. Ouais. Constant, c'est tout, hein, même la partie vivable, tout est dans cette espèce de bordel invraisemblable. Et Bacon, il était quand même dans la partie de vie, quoi. Le lieu de vie, c'était extrêmement propre, extrêmement rangé. Voilà, c'est le contraste, c'est curieux, quoi. Mais en même temps, moi, je peux comprendre, parce que il disait d'ailleurs que quand Edward rangeait ses affaires, après Bacon, il était content qu'on lui range, mais il retrouvait plus ses affaires, toi. Mais dans son bordel, il était capable de retrouver un truc qui était sous une pile d'1 mètre de haut, là, il savait où était la pièce qu'il recherchait, quoi. Voilà. Pour vous dire, hein, que les artistes aussi, il y a des drôles des oiseaux, hein, mais ça n'empêche pas que ce sont quand même, pas parce qu'on a une palette propre qu'on est forcément un grand peintre, hein. On peut avoir aussi un mur comme palette. Mais toi aussi, t'es organisé comme ça. On te demande dans ton atelier où est l'œil et l'esprit de Merleau-Ponty, tu soulèves 2 toiles et tu nous le trouves immédiatement. Non, peut-être pas quand même. Je suis pas un génie comme Bacon. Tu donnes les références du livre ? Oui, le livre, alors, c'est les éditions... c'est les éditions anglaises. Alors, Tam et Hudson, mais en France, je vous dis ça tout de suite, hein, vous énervez pas. En France, c'est toujours Thames et Hudson. Bon, mais il est en français. Ah, c'est le Seuil qui diffuse. Voilà, c'est le Seuil qui diffuse, et ça s'appelle L'atelier de Francis Bacon. Voilà, préface de John Edward, photographie de Perry Hodgkin. C'est un petit bouquin qui coûte 2 balles, quoi. C'est pas vraiment un truc... Ah non, quand même, il coûtait 135 francs.
C'était Jean Guidoni qui interprétait Peinture. Et vous êtes toujours sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, toujours sans Dieu, sans maître, sans pub, à Racaille, avec notre camarade Piquet-Cour à la régie, notre Jean, notre hussard noir à ma gauche, qui va vous causer tout de suite dans le poste. Alors il a toujours... Je sais pas où il trouve ces artistes, mais alors moi, à chaque fois, je me dis, qu'est-ce que c'est que ce machin? Félix Buot, pas Bulot, hein, Buot. 1847, 1990, 1898. Bon, vous voyez, c'est pas jeune. Très gros quotient intellectuel. On dit d'ailleurs un QI de Buot, tu sais, maintenant, depuis. Non, mais c'est devenu un espèce de jeu de te trouver un mec dont tu n'as jamais entendu parler. Là, c'est encore un des artistes de mon adolescence, tu vois, parce j'avais un livre de Barbey d'Orvilly, mais je vais en parler un peu plus loin, dont il était l'illustrateur. Il doit être à Granville, peut-être maintenant, dans une des bibliothèques de Granville. Des bibliothèques de Granville, attention. Du manoir de Granville. Du manoir de Granville, parce que nous, on a une bibliothèque, mais à Granville... Mais je voudrais pas être en reste. On a une banquière à la régie. On a tous les étages des bibliothèques à Granville. Hein. Le manoir est grand. Mais je vous rassure, hein, à ma droite, il y a un prolo, mais authentique. Hein. Prolo de chez Prolo. Entendez l'accent. Il nous montre fièrement ses gros doigts régulièrement. Les doigts de charpentier de marine. Ouais. Il met des ongles très propres, hein, je remarque quand même. On sent que c'est nettoyé à la brosse à dents quand même. Voilà, Félix Buot, c'est 1847-1898. Un véritable ouvrier de la peinture, Robert. Hein. Je dirais même un staccanoviste, tu vois, Il est mort jeune, d'ailleurs, si ça se trouve, il a trop bossé, je sais pas, en tout cas, à force de ténacité et au bout d'un labeur épuisant, il a vraiment fini par acquérir un métier que moi je qualifie d'impressionnant. Hein. Voilà, son approche obstinée, sa recherche inlassable, hein, de la perfection, exigeait de Félix Buot des essais sans nombre. Hein. Tu parlais des pochades de Bacon tout à l'heure, ou encore de celles de Gustave Moreau quand on était au bistrot ce matin. Voilà, à force de correction, hein, de remaniement, de repentir en peinture, on dit un repentir, tu sais, quand on reprend comme ça sur une même toile, hein, une partie en tout cas au moins du tableau, il a réussi à rendre la fluidité, tu vois, la mouvance, hein, la lumière de lieux aussi difficiles à saisir que la Bretagne, l'Angleterre, la Normandie, hein, après avoir conquis Paris et ses pavés mouillés, hein, qui reflètent si bien la course des chevaux de fiacre. Hein. Il y a des peintures et des dessins vraiment magnifiques où il a une façon vraiment bien à lui de faire se refléter justement ses fiacres et ses chevaux sur le pavé mouillé de Paris. Hein. Né à Valognes le 9 juillet 1847 et mort à Paris le 26 avril 1898, hein, Félix Buot est un peintre, illustrateur et graveur normand, hein, qui participa activement au renouveau de l'eau-forte au XIXe siècle aux côtés de graveurs fameux, hein, tels que Félix Bracquemont et Charles Jacques. Hein. Ces eaux-fortes sont d'ailleurs aujourd'hui très appréciées par ses pairs, hein, pour leur marge dite symphonique. Tu sais, aux côtés du sujet central, en fait, l'artiste réalise dans les marges des ajouts, on parle aussi de remarques, hein, d'ailleurs, parfois très détaillées. Hein. Pour les amateurs, je signale au passage que les gravures de Félix Buot sont signées d'un hibou. Voilà. Son œuvre, au final raffinée, hein, marquée d'une sensibilité très personnelle, lui a valu une exposition monographique, Robert, de son vivant à New York en février 1888. On attend toujours que la France se fende d'une rétrospective. On peut toujours rêver, mais enfin, je pense qu'on n'est pas près de la voir. Après son baccalauréat en 1865, il s'échappe de Valognes, sa ville natale, et débarque à Paris pour y suivre des études, de soi-disant, plus exactement, études de lettres, hein, en réalité pour répondre à sa vocation artistique. Mais ses liens avec le Cotentin sont si forts, hein, quand on connaît effectivement toute cette partie-là de la Manche, de la Normandie, c'est compréhensible, hein, qu'il rêve continuellement de la Hague avec ses bouquets de hêtres tordus, disloqués sous le vent de la mer, mais aussi de ces ruisseaux limpides, hein, qu'on ne trouve que dans la Manche, des quartiers du vieux Valogne, hein, et de ces innombrables rues de 100 villes manchottes, toutes marquées de ce même signe indélébile et anonyme de la pluie. Tu vois, je sais pas, tu connais la maison de Prévert aussi, c'est non, de la maison de vacances de Jacques Prévert, c'est dans ces coins-là. Ouais, vous alliez y faire un petit tour.
un jour. Tu vous vois maintenant, hein? Oui. Oui, je te parle. J'aime bien t'entendre parler au pluriel. Je m'adressais peut-être à quelqu'un d'autre en même temps qu'à toi. À Paris, il entre à l'école de Lecoq de Bois-Baudran, puis à celle des Beaux-Arts. Hein. Il est d'abord l'élève d'Isidore Pils. Encore un mec vachement connu. Puis de Jules Noël, un petit peu plus connu. Mais enfin, moi je connais Noël. Noël Roquevert aussi peut-être. Ouais, aussi, oui. Tu vois, pourtant un second rôle. Hein. Tout en assurant sa subsistance en étant le secrétaire du député de Valogne, hein, dont j'ai oublié le nom. C'est le propre des politiques, hein, ma chère Aurélie Filippetti. Un jour, on finit par oublier totalement leur nom. Voilà, je suis désolé. Hein. Les artistes restent, les politiques moins. Après la guerre de 1870, il devient maître d'études au Collège Rollin à Paris, hein, chargé d'un cours de dessin. Ce qui lui laisse du temps pour se consacrer à son œuvre, hein, signant ses premiers dessins du pseudonyme de Tohub, Buot à l'envers. Hein. Je m'en recherchais, hein, et se partageant entre Paris et Londres. C'est d'ailleurs dans cette dernière ville qu'il se marie. Hein. J'ai pas énormément en fait d'informations hein, sur Félix Buot. Voilà. Si en tant que peintre amateur de poésie romantique, il est celui des paysages maritimes et des ambiances crépusculaires, hein, il se fit surtout connaître de ses contemporains en devenant l'illustrateur attitré des romans de Jules Barbet d'Aurevilly, hein, ce qui n'a rien d'étonnant compte tenu de ses origines. Je crois me rappeler que Barbet d'Aurevilly, c'est un natif de Saint-Sauveur-le-Vicomte qui doit être à une quinzaine de kilomètres de Valogne. Hein. Voilà. Il faut dire qu'il avait réalisé Le Chevalier des Touches, tu connais, c'est vraiment un grand roman classique hein, qu'on ne trouve pas qu'à Granville, je précise quand même au passage. Hein, dans toutes les bonnes bibliothèques. Bon. De Normandie. Ouais, bon, c'est vrai qu'il était... Non, c'est pas seulement un romantique de Barbet d'Aurevilly, c'est aussi un royaliste, et ce qui est le cas de son héros, le Chevalier des Touches, voilà. Il faut dire qu'il avait réalisé la parfaite symbiose du texte et de l'image. Voilà. Plus curieux, on lui demanda également d'illustrer les lettres de Montmoulin d'Alphonse Daudet. Bon, là, c'est un petit peu plus particulier. Hein. En 2008, la famille Vieviorca, ne m'en demande pas plus, hein, a légué une dizaine de croquis et de toiles du peintre au musée Thomas-Henry de Cherbourg-Octeville. Il vous faudra donc pousser jusque-là pour apprécier pleinement le très beau talent de Félix Buot. Voilà, mon Robert, t'as compris, hein, la maison de Jacques Prévert et le musée Thomas-Henry de Cherbourg-Octeville, qui malheureusement est fermé pour travaux jusqu'à une date indéterminée hein, pour l'instant. Mais encore, j'y reviens à ces petits musées de province. J'en ai déjà évoqué un autre, c'était celui de Quimper la semaine dernière. Aujourd'hui, c'est Cherbourg-Octeville, voilà, qui sont dans lesquels on peut admirer mais de la peinture de première qualité. Le musée Thomas-Henry de Cherbourg, il y a notamment des toiles de David, de Vouet, de Chardin, de Millet, Jean-François Millet, mon cher Robert, et il y a carrément un Fra Angelico, tu vois. Ah oui, d'accord. Eh oui. C'est pas rien. Un de mes amours de jeunesse. Voilà, donc des musées qui méritent vraiment le déplacement. Ils méritent d'aller jusque là-bas. Rien que pour eux, on peut en profiter au passage pour s'arrêter à nouveau chez la mère Audin. Enfin bon. Et voilà. Profiter, quoi. Voilà. Non, mais bien sûr, ça Jean, je suis d'accord avec toi, c'est vachement important. Vous faites l'aller-retour avec un plein d'essence, hein. Ouais, ça alors, moi, on vous voit encore un coup, non, mais ça va pas, mon gars, enfin bon. Et écoute, on n'est pas dans ton... Non, mais je te dis vous, parce que je sais que t'as pas de voiture. Oui. Avec mon chauffeur, d'accord. Bon, je voulais dire plein de choses, puis alors tu m'as coupé le sifflet. Bon, enfin, ça fait rien. Je suis content de découvrir encore. Mais tu disais les morts jeunes, mais il y a beaucoup de peintres qui sont morts jeunes depuis le comment dirais-je, site italien qu'on aime beaucoup là, qui est mort au bord de la mer. À Caravage. Caravage, en passant par ce peintre-là, mais il y en a aussi beaucoup d'autres, comme Courbet, comme Delacroix, comme tous ces gens-là, qui sont morts très jeunes, mais qui ont fait une œuvre considérable. Ah, mais c'était des bosseurs insatiables. Ouais, c'est ça un peu le problème. Quoi. Ouais, le problème. Et puis des tartines aussi, vraiment. Il y a quelques-uns, donc Caravage, Courbet et Delacroix, qui ont fait des trucs invraisemblables. Bon, en même temps, Courbet et Corot seraient allés à Valogne ou à Cherbourg. Il se serait arrêté chez la mère Audin. Il y a quand même eu aussi des gros bosseurs qui savaient vivre. Ah oui, comme nous, quoi. Je recommande l'andouillette à la crème de la mère Audin. Ils travaillaient plus que nous, mais disons que
Il savait vivre à peu près. Voilà, c'était Entre Pigalle et Blanche, une chanson interprétée par Patachou. Donc chanson que j'ai choisie parce que moi, quand j'ai cherché des infos sur Félix Buot, j'ai trouvé une peinture qui représentait l'atelier qu'il devait avoir dans le 18e boulevard Clichy. Voilà. Bon, c'est vrai que c'est nécessaire parfois d'expliquer nos choix musicaux pour que les auditeurs s'y retrouvent un peu quand même. Bon, c'était donc Jean dans ses œuvres, avec cette histoire du peintre Bulot. Là, je déconne. Voilà, encore une découverte, j'espère pour vous aussi. Je pense que pour vous aussi, d'ailleurs. On est tous un peu pantois devant ces trouvailles. Il y a d'autres gens. Il y a des peintres dont personne n'entend plus parler. Mais tout à l'heure, quand tu évoquais une rétrospective de Buot en France qu'on attend encore, je veux dire, il y en a pas mal comme lui qui attendent une rétrospective de gens qu'on a parlé ici, évidemment, comme Rosa Bonheur, dont oui, c'est vrai. Piquet-Cou va vous parler. Il y a un tableau à Orsay d'elle, la Bourdivernet. Tout est aux États-Unis. Autrement, voilà, il y a pas mal de peintres de cette époque-là qui sont aux États-Unis. Ouais. Alors avant de parler de Rosa Bonheur, le site dont je parlais, là où on peut voir les palettes, il y en a deux. Il y a La Boîte Verte et il y a un autre site qui s'appelle La Palette et le Rêve. Voilà, c'est les mêmes images qui sont sur les deux sites. Ouais. Et ça vient d'un site anglais du Guardian. Ouais. Donc voilà, moi je vais évoquer donc la palette de Rosa Bonheur. Donc après la palette de Renoir et celle très spectaculaire de Bacon, retrouvons Rosa Bonheur, notre peintre naturaliste du 19e siècle, petite mascotte des étés d'Arracaille. Donc Rosa Bonheur a vécu au château de Bie en forêt de Fontainebleau. Elle part tous les matins peindre sur le motif, habillée d'un pantalon bleu, d'un veston bleu et d'une blouse bleu foncé. Elle a 76 ans. Avant de reprendre son tableau La Foulaison, elle doit terminer ses travaux en cours. Elle est accompagnée de son élève et collaboratrice,
qui partage désormais sa vie, Anna Klump, à qui elle donne une leçon de peinture. Donc voilà un extrait que nous avons déjà lu en partie l'été dernier. Pour faire un ciel, commencez toujours par le côté le plus clair, c'est-à-dire le fond. Par-dessus, vous poserez quelques gris, de l'ocre bien propre, et ainsi de suite. Dans les lumières, la couleur doit être gaie et chatoyante, les ombres, au contraire, transparentes. Le deuxième plan doit rester relativement dans le lointain. Vous voyez comme les arbres dans le fond se détachent sur le ciel gris et vigoureux. Un ton bleuâtre les enveloppe, l'air circule entre les branches. Je produirai cet effet avec du bleu de Prusse, de l'ocre jaune, et dans les ombres, du bleu-gris. Pour obtenir un brun très riche et aussi vigoureux que le fameux bitume, qui a joué tant de mauvais tours aux peintres modernes, mélangez au bleu de Prusse du rouge de Venise ou de la terre de Sienne brûlée. Il ne faut pas mélanger une couleur végétale avec une couleur minérale. Comme médium, rien que de l'huile de lin. Beaucoup d'artistes l'emploient avec un tas de saleté. Moi jamais. Mes tableaux n'ont pas bougé parce que je soigne mes affaires. Je lave à l'eau tiède chacune de mes brosses, 2 fois au savon de Marseille, puis je les rince au moins 10 fois. Les brosses et les pinceaux ronds, jamais plats. Si pour faire sécher plus vite vos couleurs, vous y ajoutez des cicatifs, vous provoquez des combinaisons chimiques qui modifient les teintes. Dans 40 ans, il ne restera que la forme et la pâte. Que ne possédons-nous le secret des mélanges dont se servaient les Rubens, Rembrandt, Ténier, Van Dyck? Nos tableaux duraient autant de siècles que les leurs. Sur ma palette, je pose mes couleurs dans l'ordre suivant. Les verts, les bleus, le blanc, les jaunes clairs, les jaunes foncés, les rouges clairs, les rouges foncés, les bruns, les noirs. De nos jours, les jeunes se hâtent trop. Ils ne veulent plus perdre leur temps, disent-ils, à deviner ce qui faisait la force des vieux. Ils ont toujours à la bouche les mots de réalisme et d'impressionnisme, comme s'ils avaient inventé des formules nouvelles. La main qui doit obéir à l'intelligence, comme le dit si justement Michel-Ange, n'est pas capable à elle seule de rendre la vie, si l'âme ne cherche pas à approfondir le secret de la vie. Le point de départ doit être une vision de la vérité. L'œil est le chemin de l'âme. Le crayon doit sincèrement et naïvement reproduire ce qu'il voit. La ligne sèche, comme un fil de fer, n'existe pas dans la nature. Chaque objet est entouré de son atmosphère. Ce n'est qu'en se gravant cette loi dans l'esprit qu'on arrive à rendre le relief des êtres et des choses de la vie réelle. Chaque artiste doit consacrer une grande partie de sa vie à recueillir des documents sur ce qu'il voit, ses sensations. Les études sont des instruments de travail dont on ne doit jamais se séparer. J'ai suivi la pensée de Schiller. Si l'homme a quelque chose à donner à l'art, c'est lui-même. Donc voilà, le labourage nivernais, donc la toile de Rosa Bonheur qui est au musée d'Orsay, lui assure la notoriété. Elle a 27 ans. Le marché aux chevaux, qui est une commande de l'État, lui assure la fortune. Quand elle a 11 ans, Rosa Bonheur perd sa mère, donc très affectée par la mort de celle-ci, qui est morte d'épuisement, d'élever seule, quasi seule ses 4 enfants. Elle se promet de relever la femme, de ne jamais se marier et de subvenir seule à toutes ses dépenses. Bravo Rosa. Oui, c'est vrai. Impressionnant. Ouais. Très très bonne femme.
C'était l'hymne au printemps, chanté par Félix Leclerc. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste qui va hélas bientôt se taire, enfin pour l'émission à Rocaille. La radio continue, bien sûr, non-stop pendant 24 heures. Ça, vous savez qu'ici, c'est une des rares radios encore capables d'émettre comme ça dans le monde entier, avec le net. Quoi. Voilà. Pour notre gens qui va vous parler tout de suite des espoirs, c'est notre gens qui en parle. Oui, c'est notre gens qui en parle. Notre gens d'abord. Notre gens d'abord. Et notre piquet-coup ensuite. Et les femmes après, voilà. Oui, c'est vrai que j'ai fait mieux. J'ai fait mieux dans le temps. Oui. Ouais, espoir de ne pas manquer. Voilà, c'est d'autres gens qui s'y collent. La première, c'est Léon Kossoff, un artiste dont on a déjà parlé ici plusieurs fois. London Landscapes. Robert, ça c'est à la Galerie Le Long, c'est 13 rue de Téhéran dans le 8e arrondissement de Paris et c'est jusqu'au 26 octobre 2013. Voilà. Depuis le milieu des années 50, en fait, Léon Kossoff, qui est né à Londres le 7 décembre 1926, il est pas tout jeune, il a l'âge de ma maman, dans une famille d'immigrés juifs de Russie, s'est attaché à peindre dans une matière épaisse et à dessiner avec de vigoureux coups de crayon, dans une facture proche de l'expressionnisme, des portraits, mais surtout des lieux de Londres, les ponts, les stations de métro, les carrefours, les églises, des buildings, des squares, des hôtels, des piscines, une ville qui coule dans les veines de cet artiste qui représenta d'ailleurs la Grande-Bretagne à la Biennale de Venise en 1995. En 2007, la National Gallery lui a consacré une rétrospective autour de ses dessins réinterprétant des sujets de grands maîtres de l'histoire de la peinture. Poussin notamment, mais aussi Goya, Véronèse ou encore Cézanne. Voilà, en 2013-2014, une exposition itinérante présente quelques 90 de ces paysages urbains londoniens. Après avoir été montrée cet été à Londres, elle fait halte à Paris à la Galerie Le Long avant de s'envoler pour les États-Unis. Une rare occasion de découvrir ce peintre et dessinateur anglais peu contemporain, peu connu en France. Donc, pour moi, totalement méconnu. Enfin bon. Encore une fois, notre gens... J'en ai parlé 3 ou 4 fois dans cette émission, moi. Ah ouais. C'est vrai que tu animes à Racaille, t'es quand même pas obligé d'écouter. T'es sûr qu'elle n'anime pas notre émission sur une autre station de radio, mon genre? C'est possible. C'est possible. Non, pas du tout. Je suis du genre fidèle, pardon. Deuxième exposition, Marc Petit, 30 ans de bronze, à la galerie Le Clos des Cimaises à Saint-Georges-du-Bois. 30 ans de bronze, dis donc, il doit être complètement cramé comme Thierry tout à l'heure. Une gaufre. Jusqu'au 10 octobre. La galerie Le Clos des Cimaises, ouverte en 2003, est dédiée à l'expressionnisme contemporain. Elle accueille plus de 250 sculptures en bronze, tant petites que monumentales, de Marc Petit. Ce sculpteur, né en 1961 à Saint-Céré dans le Lot et aujourd'hui installé près de Limoges, y présente un impressionnant corpus d'œuvres, des plus anciennes jusqu'aux plus récentes, dont la série Améphis, ainsi que sa toute dernière série de hauts reliefs monumentaux intitulée Le Testament. Une œuvre synthèse de plus de 30 années de création autour du corps humain. Une œuvre expressionniste, saisissante et sombre au premier abord, car elle évoque la mort, la vanité, la douleur, l'attente, la faim, la quête d'équilibre. Une œuvre pleine de fougue et de démons, mais qui parle aussi de naissance, d'espoir, et qui livre progressivement une grande humanité et l'hymne à la vie d'un artiste qui a découvert la sculpture à 14 ans, par hasard, en grattant un caillou pour savoir s'il était dur. Le travail en sculpture de Marc Petit n'est pas sans évoquer le travail en peinture de Jean Rustin, peintre de Bagnolet, dont nous avons déjà parlé ici. Et pas qu'une fois. Et j'ajouterais, si vous me permettez, vous allez dire que je suis une vraie commère, mais j'ajouterais quand même que non seulement ça rappelle Jean Rustin, mais c'est carrément des copies en fait de Jean Rustin. C'est vrai qu'on a eu ce sentiment-là quand on a regardé les films. Pour tout ce qu'il a fait, mais enfin, il y en a quelques-unes quand même, c'est quand même flagrant. Quoi. Oui, mais bon, puisque c'est de la sculpture, je trouve que c'est intéressant après. Non, parce que pour qu'elle atteigne la force de Jean Rustin, il faudrait pas qu'il ait... Il faudrait que ce soit de la peinture. Non. Mais je trouve que le bronze, c'est une matière trop opulente, trop riche, trop prestigieuse, qui enlève évidemment le pathétique de la peinture de Jean Rustin, quoi. Ça devient des objets d'art, quoi. Oui, je suis pas loin d'être d'accord. Oui, je comprends. Ouais. Je comprends. Autrement, évidemment, c'est un mec qui a une technique éblouissante, mais pas pour faire du Jean Rustin, qu'il fasse ça pour d'autres choses, ce qu'il fait d'ailleurs.
Mais pas pour Jean Augustin, moi ça m'a mis un peu mal à l'aise. Voilà mon Jean. Mais t'as raison évidemment. C'est même des copies, des copier-coller. C'était Dick Annegarn, le blues de Londres. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, notre piquet-coup a eu un mouvement nerveux, là, l'a coupé d'un seul coup. Non, ça coupe tout seul, ça coupe très rapidement en fait. C'est difficile de faire un modulé. Bien. Bon, donc on va suivre, hein, dans les petites 10 minutes qui nous restent à peine, parler des œuvres de la FA, ce qu'on fait. Jean, t'as quelque chose à ajouter? Non. Non. Piquet-coup. Non, il y aura les annonces de Publico, mais je les ferai après. Bon, je vais aller vite alors. Je pourrais peut-être faire les œuvres de la FA, mais qui peut les faire mieux que toi? Oh, arrête. Oui, bon, alors. Faut être lucide. Alors, maintenant, je vais rétablir un peu les choses, puisque pendant très longtemps, on n'a pas parlé du tout des éditions du Monde Libertaire. Donc là, je vais en mettre une couche quand même pour rattraper un peu ce manque. Qui est, je vous ai dit, c'est une maison d'édition petite, mais une œuvre de la FA. Un bouquin, je vais vous signaler, de Patrick Schindler, qui écrit souvent aussi dans Le Monde Libertaire. L'anarchiste inachevé, c'est-à-dire, ça parle d'Arthur Rimbaud. Je vous rappelle ses dates, pour les férus de dates, j'en ai un qui est pas loin de moi, 1854-1891. Là, il choisit, Patrick Schindler, d'attaquer les clichés qui sont attachés à Rimbaud, les a priori, les fantasmes, voire les mensonges, surtout les mensonges d'ailleurs, publiés au sujet du poète. C'est un peu le but de cet essai, qui est d'essayer de savoir pourquoi l'adolescent, qui rassemblait tous les ingrédients de l'anarchie, s'écartait de la lutte sociale, de l'amour et enfin de la poésie, pour plonger dans un individualisme itinérant. Et ça le rapproche un peu des gens d'aujourd'hui. Si cette simple participation à son histoire pouvait donner aux êtres épris de liberté l'envie d'enfiler à leur tour ces souliers blessés, un pied près de leur cœur, afin de... Ça j'aime bien, tourner ça comme ça, afin de suivre Rimbaud sur ces traces remplies d'anarchie. Voilà, qu'il les entraîne encore et toujours vers les affres les plus profonds de la création poétique, vers la jouissance, vers l'impossible, et qu'on laisse enfin le Rimbaud qui voulait définitivement devenir un autre,
Le Resté. Voilà, 214 pages. Il est paru en mai 2011, mais vous pouvez toujours l'acheter. Donc, oui, quand on pense par exemple à un poème assez célèbre, Le Dormeur du Val, voilà, c'est vraiment un ode contre la guerre, contre cette espèce de massacre de la vie que sont les guerres. Bon, les guerres et tous les pouvoirs et tous les États, etc. Et puis aussi Le Monde Libertaire, qui a été créé, pour le rappeler, parce que je vous en parle souvent, mais il a été créé en 1895 par Sébastien Faure, et dont l'ancêtre remonte même à 1858, imaginez, c'est pas tout jeune. Il est créé, sa première version, il est créé aux États-Unis, par Joseph Dejac, écrivain et journaliste expatrié, après le coup d'État du 2 décembre 1851, qui ont mis Badinguet au pouvoir. Voilà, Badinguet, c'est Louis-Napoléon Bonaparte, vous savez, moustachu, là. Et le 16 novembre donc 1895, c'est Sébastien Faure et Louise Michel qui reprennent la parution en France jusqu'à ce que il continuera dans le peuple. Enfin bref, il y a un espèce d'entracte là. Après une tentative du journal Le Réfractaire en 1917, la parution reprend en 1919 et sans interruption jusqu'en 1939. Le 21 décembre 1944, Libération, Le Libertaire repart. Il reprend sa forme hebdomadaire à partir d'avril 1946, où collabore alors Georges Brassens, qui sera l'un des premiers permanents du journal. Ensuite, ont collaboré Léo Ferré, André Breton, Albert Camus. La liste est longue. Bon, voilà, puis Radio Libertaire. Oui, mais enfin, attention, hein. Oui. C'est pas des petites plumes, quand même. Ah non, c'est pas des petites plumes, non. Brassens est resté 3 ans, je crois, permanent au Monde Libertaire. Et puis, Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub. Je rappelle que le Monde Libertaire, vous pouvez le trouver à la librairie Publicon en dépôt de presse, ainsi que le hors-série et ainsi que le gratuit. La librairie, qui a été fondée, elle, en 1881, et la radio, je confonds tout maintenant, vous me pardonnerez, je suis un petit peu dans la semoule. La radio qui a été fondée en 1981 est devenue une institution informelle de la bande FM parisienne par sa liberté de ton, sa programmation musicale originale et la variété des courants de pensée qui s'y expriment, garante finalement de son authenticité. Voilà, la radio ne touche pas de subventions, sauf du fonds de péréquation de la bande FM. Elle vit du bénévolat des animateurs, des dons et de la vente d'une carte d'auditeur. Voilà. Radio Libertaire est également diffusée mondialement comme web radio sur Internet depuis 2004. Voilà. Bon, alors toutes ces œuvres, évidemment, elles ont un coût. Donc vous pouvez, pour la radio, donc prendre cette carte d'auditeur, participer vous pouvez tous les mois verser un peu de sous, etc. Et puis devenir aussi ami de Radio Libertaire. Pour la radio, ça c'est pour la radio. Pour la librairie Publico, la même chose. Vous pouvez surtout y aller, acheter des bouquins. Mais il y a aussi, vous pouvez faire des dons pour qu'elle vive, qu'elle survive en tout cas. Et pour le journal aussi, il y a des abonnements à la librairie Publico. Et puis il y a des gens qui donnent aussi un peu d'argent pour le soutenir. Voilà, c'était les hommes de la Fédération anarchiste. Donc les annonces concernant la librairie Publico, ce vendredi 13 septembre, comme l'annonçait Thierry tout à l'heure, une soirée vidéo, le film de Martin Scorsese, du Mali au Mississippi, Taj Mahal et ses souvenirs du festival de Newport, Corey Harris débarquant au Mali, jouant avec Ali Farka Touré, Otar Turner jouant au Mississippi de la flûte, accompagné par son orchestre de tambour, sans oublier des images d'archives. Voilà, donc 80 minutes de film dans les racines du blues. Samedi 14 septembre à 16h30, une rencontre-débat à l'initiative des Chroniques Rebelles de Radio Libertaire avec les éditions Champ d'Ortie. Au travers de ces 5 collections de littérature jeunesse, Champ d'Ortie met en scène des dissidents de tout poil qui sèment à tout vent les germes de la rébellion et d'utopie future. Voilà, et bien on arrive à la fin de l'émission. Je ne sais pas si Rex Ismeth va prendre le relais. En tout cas, il y aura toujours l'environnement musical, même si l'émission ne reprend pas aujourd'hui, on n'est pas très au courant. Comme on vous dit, il y a énormément d'émissions, énormément de bénévoles, et on n'est pas toujours
au jus pour tout ça. Voilà. Alors, donc, c'était la 221e d'Arracaille avec notre camarade Piquécou à la régie, qui vous permet de nous écouter à peu près normalement. Notre Jean, notre hussard noir, qui est là, il est à poste. On a oublié de donner une date, de fixer une date définitive, tu sais, pour cette, la fête à Bagnolet pour les 50 millième visiteurs du blog. On parlait ce matin vite trop, mon Jean. Oui, mais on pourrait dire, on confirmera peut-être mardi prochain que ce sera dans 15 jours, par exemple, c'est-à-dire mardi 24. D'accord. Ça doit être quelque chose comme ça, mais on vous confirme mardi prochain. On va prendre une décision tout à l'heure. Ouais. Alors c'est une fête, c'est d'abord une rencontre, hein, parce que bon, comme on ne sait pas exactement combien de vous allez répondre à cette invitation, c'est un peu difficile pour l'organiser du point de vue de la boisson, de l'alimentation et tout ça. Alors disons plutôt une rencontre informelle. La boisson c'est assez facile, il y a un caviste à côté. Il y a un caviste à côté. C'est pour la bouffe que c'est un peu plus problématique, parce qu'on ne veut pas non plus bouffer les restes pendant 3 semaines. Voilà. Bon, enfin, on a bien envie de vous rencontrer, quoi. N'hésitez pas à venir. Oui, n'hésitez pas à venir, on sera là tous les 3 et on pourra éventuellement répondre si vous avez des questions, des critiques, des suggestions, voilà. On est là pour ça. Absolument. Salut. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine, au revoir.